Mieux huiler la société automate, optimiser son rendement, la décroissance continue, il faudrait vraiment être un objecteur de croissance passéiste pour refuser de collaborer à une aussi riante perspective. Toujours un petit peu d'humour dans leurs articles, ça vaut mieux parce que des fois c'est un petit peu effrayant quand même. Je vais lire un autre passage un peu plus loin dans l'article. Sur le gigantesque marché du cybercapitalisme, tout pourra faire l'objet d'une transaction. La sphère marchande s'entend déjà de nouveaux domaines jusque-là épargnés et les rapports sociaux deviennent toujours plus utilitaristes. Plutôt que de prêter bêtement un outil à votre voisin, louez-le sur un site. Plutôt que de prendre cet autostoppeur sans le sou, vendez une place sur un site pour rentabiliser votre voyage en voiture. Plutôt que de garder des cadeaux par respect pour ceux qui les ont offerts, revendez-les immédiatement sur un site. On voit bien que les pratiques sociales sont de plus en plus utilitaristes, de plus en plus marchandes, de plus en plus gestionnaires. Après, il ne faut pas s'étonner que les liens se brisent, que les familles ne tiennent plus, que les couples ne tiennent plus, que l'amour filial s'éteint un peu, que les amitiés deviennent plus intéressées, et tout un tas de choses. Un peu plus loin, des entreprises comme Google, Amazon, Facebook, où convergent plus d'1 milliard de personnes par jour. Ça fait un humain sur 7. C'est vraiment énorme. Apple et Microsoft, les fameux GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, collectent plus de données sur la population mondiale que n'importe quel service secret et acquièrent un pouvoir qu'aucune organisation n'avait jamais détenu jusqu'ici. Les technophiles persuadés que la technologie est libératrice, que grâce à Internet émergera un modèle d'organisation horizontale, ouverte, transparente, sans hiérarchie, débarrassée du salariat, servent parfaitement les entreprises de la Silicon Valley qui œuvrent à ce que ce soit l'humanité entière qui finissent absorbés par l'écran total et à ce que le monde soit reconfiguré selon leurs intérêts. Le projet politique de Mme Thatcher triomphe, la société n'existe pas, selon sa célèbre formule libérale, elle n'est qu'un agrégat d'atomes excluant toute idée de corps social. Et à la fin de l'article, résumons-nous, donc le journaliste au passage c'est Pierre Thiessé, qui est le journaliste de la décroissance. Résumons-nous, le cybercapitalisme nous rend toujours plus dépendants à un gigantesque système technique et aux quelques multinationales qui contrôlent Internet. Nous perdons toujours plus d'autonomie, incapables de répondre à nos besoins de base, sans passer commande sur une plateforme numérique, incapables de vivre sans prothèse informatique. Notre existence est toujours plus rationalisée, gérée par des algorithmes. La marchandisation des rapports sociaux s'intensifie. La précarité et l'anomie, c'est-à-dire l'absence de règles communes, s'accélèrent. L'utilitarisme et le calcul envahissent des relations qui se font moins désintéressées, moins spontanées, et qui passent par l'intermédiaire d'un écran. Le spectacle est toujours plus total. Aussi petit clin d'œil à deux bords du coup. Voilà, et alors, bon, il y aurait plein d'autres exemples. Hein, je dirais que presque dans chaque numéro de la décroissance, on peut trouver un article qui parle de près ou de loin du cybercapitalisme, de l'aspect cybernétique, de l'aspect contrainte de la technologie, etc. Ils font d'ailleurs souvent des clins d'œil à Pièces et Main d'œuvre, qui est un collectif informel grenoblois, qui sont un petit peu au cœur de la résistance contre le Skynet, qui est en devenir. À savoir que dans la cybernétique aujourd'hui, on a des gens qui sont aussi à cheval sur le transhumanisme, comme Kurzweil, qui prédisent pour un avenir proche le Singularity Point, qui est le moment où la machine aura acquis une pseudo-intelligence mécanique qui lui permettra de prendre le pas sur l'humanité et en gros qui deviendra la référence, et nous d'une certaine manière on sera obsolète, on aura et ce sera justement l'engouement pour les prothèses, augmenter son cerveau, rajouter des mémoires, etc. Pour tous ceux qui ont très envie de tout ça, je conseille fortement le visionnage de la série qui s'appelle Black Mirror, qui fait réfléchir un petit peu sur ce que ça peut donner sur le plan social. Sachant quand même à dire que cette série est profondément défaitiste et en gros nous explique que ce sera comme ça et pas autrement et qu'on n'aura pas d'autre choix que de s'y adapter. C'est un petit peu le message sous-jacent dans cette série qui ne m'a pas plu, mais en même temps ça confronte à des choses qui créent un décalage avec la situation actuelle en faisant juste un petit bond en avant, nous permet de nous rendre compte qu'on n'est pas prêt à accepter ça et c'est bien parce que ça évolue d'une manière continue et douce. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet de rupture. S'il y a un effet de rupture, si on montrait la vie avec les smartphones à quelqu'un des années 70 ou à quelqu'un des années 50 ou même du 19e siècle, il serait peut-être un petit peu fasciné par le truc, mais s'il nous observait vivre, il se dirait qu'on est tous devenus fous. Et il aura un peu raison à mon avis. Ce qui fait qu'il faut créer une sorte d'acceptance de toute cette camelote de marchandises technologiques dont le système capitaliste a besoin pour faire tourner son économie, qui a toujours besoin de croissance, sinon tout s'écroule. Et donc, je reviens sur ce collectif
Pièces et main-d'œuvre, qui a un site internet, on mettra en incrustation dans la vidéo, dont d'ailleurs la collection Négatif aux éditions L'Échappée reprend un certain nombre d'auteurs, dont je parlais dans la première partie. Donc on alimente un site internet, ils ont une lettre d'information qu'on envoie un mail toutes les semaines, 2 semaines, et même si personnellement je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, on développe une critique qui est extrêmement intéressante sur le système technologique et sa cybernétisation permanente, croissante. Et ils éditent aussi tout un tas de brochures, comme par exemple celle-ci, sur laquelle je vais revenir un petit peu, mais il y en a une quantité dingue, je ne sais plus, j'en ai fait au moins une 50aine. À savoir qu'on peut les commander sur leur site ou par courrier, mais tous les textes qu'ils produisent, tous les livres qui sortent, comme ils ont donné un coup de main aux éditions Le Monde à l'envers, par exemple, pour sortir la reproduction artificielle de l'humain, qui montre que le meilleur des mondes est déjà commencé, tel qu'Aldous Huxley nous le prédisait dans les années 30. Les textes sont en ligne gratuitement sur... oui, on aurait pu montrer le bouquin à la limite, hein, mais les textes sont accessibles hein, sur le site de Pièces et main-d'œuvre. Tout est en accès gratuit en fait. Après c'est pour le plaisir d'avoir la brochure, de prendre des notes dedans, de pouvoir l'emmener à la plage. Voilà, moi j'ai pas de smartphone, je consulte pas internet dans le sable. Bref, dans cette petite brochure, alors il y en a vraiment tout un tas sur tout un tas de sujets. Il y en a une excellente sur le Wi-Fi. À tous les gens qui disent mais le Wi-Fi ça fait rien, bah eux ils montrent que si, parce qu'ils s'appuient sur des documents officiels, ils s'appuient sur des procès qu'il y a eu. Ils montrent que Grenoble qui s'est équipé en Wi-Fi à toute vitesse pour être la ville qui avait les 4 arrobas, la première de France, etc. a été obligé de reculer, qu'ils ont été obligés de l'installer, de le désinstaller de certaines bibliothèques où très peu de gens l'utilisaient finalement, alors qu'il suffit de proposer un câble qui sort du mur, qui se branche dans n'importe quel ordi, tout le monde a des ports Ethernet ou des ports USB, donc ça sert vraiment à rien le Wi-Fi, c'est vraiment pour le fun de déplacer l'ordi sans qu'il soit au bout d'un fil, ça n'a vraiment aucun sens. À la limite le déconnecter là, le reconnecter là. Enfin. Et le problème c'est que dans le personnel de la bibliothèque, il y a des gens qui avaient des problèmes de santé et les médecins ont dit mais si c'est à cause de ça. Et depuis qu'ils les ont désinstallés, ils ont résolu le problème. Et le fait d'en avoir mis des bornes publiques un peu partout dans la ville, mais c'est un peu partout pareil, hein, à Montpellier, à Paris, etc., à Lyon, il y en a de plus en plus, Nantes, ils sont en pointe là-dessus. Bref, c'est pareil, on va peut-être finir par revenir en arrière sur ces trucs-là. En tout cas, la brochure de Pièces et main-d'œuvre est assez bien sur ce sujet. Et aussi le truc, c'est que c'est des gens qui sont très carrés, très rigoureux. On peut contester parfois ce qu'ils disent, parce que des fois il y a de l'interprétation, mais il y a une source documentaire extrêmement fiable qui est incontournable. Alors dans Au doigt et à l'œil, ils reviennent sur la vidéosurveillance et le texte du début, bon, je ne vais pas le lire ici, mais qui est vraiment super rigolo. C'est une lettre ouverte à Henri Chabert, un homme qui n'a rien à se reprocher. C'est un garçon de café qui est interviewé, qui a 53 ans, qui est interviewé par le journal Le Dauphiné Libéré, le journal local, pour dire que bon, bah, lui ça ne le dérange pas parce qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il y a des caméras partout, des puces, des machins. Et ils lui font une lettre pour lui répondre en disant mais toi t'as sûrement compris des trucs qu'on n'a pas compris, mais voilà, nous on va t'expliquer un peu comment on voit le truc. Et c'est assez long, hein, ça fait une dizaine de pages, c'est bourré d'humour et ça explique des tas de choses, entre autres. Lire un petit passage là pour dire que cette volonté de contrôle, cette mise au pas cybernétique, elle ne se fait pas que par la publicité, les stars de mode qui passent des barrières en disant mais en fait faire ça c'est cool, etc. Il y a aussi le rôle de l'État qui a toujours accompagné le capitalisme historiquement et qui va imposer, ne serait-ce que par exemple de déclarer nos impôts sur internet maintenant. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord dans le sens où la Constitution nous garantit le secret des correspondances et on sait très bien que tout ce qui transite sur internet est dupliqué, archivé, analysé par des puissances étrangères autant que par l'État français, la NSA en première ligne évidemment, et que du coup c'est pas constitutionnel de nous obliger à déclarer nos impôts en ligne. Et puis plein d'autres trucs, la plupart des démarches administratives, comme ça on vire des fonctionnaires, on vire de l'emploi. Bon après, est-ce que c'était un métier génial? Est-ce qu'il faut remettre en cause l'idée du fonctionnariat et tout? Ça c'est hors débat. En attendant, il vaudrait mieux faire avec. Surtout avec les problèmes de chômage et tout. Enfin bon, après ça nous entraînerait trop loin de partir là-dedans. Mais bref, ils reviennent donc sur cette
cette volonté de contrôle total qui se traduit par le renforcement de dispositifs législatifs. Et ils disent à ce garçon de café, rappelle-toi, en disant, on a vu se mettre en place le plan Vigipirate en 1995, qui est toujours en vigueur, la vidéosurveillance dans les lieux publics, les contrats locaux de sécurité, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, mis en place en 1998 pour les délinquants sexuels, étendu en 2003 à la quasi-totalité des délits, la loi de sécurité quotidienne 2001, mise en place pour 3 ans mais toujours en vigueur, la loi de sécurité intérieure 2003, l'état d'urgence de novembre 2005 prolongé jusqu'en février 2006, et là on y est à nouveau, et puis cette fois pour on ne sait pas combien de temps, ils veulent même rentrer ça dans la Constitution, la nouvelle loi antiterroriste de Nicolas Sarkozy votée la semaine dernière, le passeport biométrique est sans contact à partir d'octobre 2006, la carte d'identité biométrique qui est présenté au printemps 2005 mais qui est en attente pour l'instant, sans compter les dispositifs purement technologiques déjà mis en place ou en projet, vidéosurveillance, repérage des individus via satellite, via leur téléphone portable, implant de puce électronique sous la peau, surveillance des télécommunications et d'internet, développement de la biométrie et autres RFID. Puis depuis l'OPSI 2, loi renseignement, nouvel état d'urgence, enfin voilà, on est dans la plaine, on est sur une autoroute là, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Tout ça étant, je vous expliquais un peu tout à l'heure, le problème de créer du chaos pour créer un totalitarisme autoritaire qui ne dit pas son nom, qui est une autorité où on adhère par nous-mêmes d'une certaine manière, conduit par la peur et par l'envie d'être rassuré ou de combler un manque, parce que plus on s'aliène, plus on est dans le mal-être, plus on a tendance à essayer de combler ça par une réponse de technologie ou de consommation de marchandises, alors même que c'est le problème, et qu'on ne fait que s'enfoncer là-dedans. Bref. Dans cette petite brochure, il parle de tout un tas de choses. Il parle notamment de Gixel, qui est le lobby de l'e-administration et de la biométrie. Alors, il se trouve que pièces et main-d'œuvre sur Grenoble, ils se battent contre Minatech, Kinatech, dont on parlait tout à l'heure. Ils ont mis une grande banderole sur une grue pour l'inauguration de Kinatech, ce qui fait que Chirac n'est pas venu l'inaugurer comme il devait, parce que ça allait faire des histoires. Ils ont déjà tracté des fois sur des dizaines de milliers de boîtes aux lettres des trucs par rapport à ça pour expliquer aux gens ce qui se passe. Ils ont déjà tracté aussi sur, ils en parlent là-dedans, je crois que c'est là-dedans, Libertis, la carte, ça c'était vraiment rigolo là. En juin 2005, ils ont mis 20 000 tracts dans les boîtes aux lettres, une espèce de fausse pub du Conseil Général pour Libertis, carte unique d'identité et de service, obligatoire dès le 1er octobre. Libertis remplace tous les documents administratifs, carte d'identité biométrique, carte bancaire, carte vitale, permis de conduire, etc. Pour les têtes en l'air et les étourdis, Libertis est également proposé sous forme d'une micro-puce cutanée, pour ceux qui paument leur carte, ça va être encore mieux, injectée sous la peau. Cette puce permet la géolocalisation GPS. Alors il dit au garçon de café, tu crois cauchemardé, tu penses vivre 84 d'Orwell, t'inquiète pas, Libertis, aucun problème, si on n'a rien à se reprocher. Donc toi, comme tu n'as rien à te reprocher, c'est génial pour toi. Et ça c'était un canular, mais le plus drôle c'est que là ils mettent une note, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour bientôt. C'est-à-dire qu'on a une fusion de ces documents qui est en projet de toute façon. Ils anticipent juste un petit peu. Donc ce lobby de l'électronique et tout à Grenoble, il est très actif. Ah oui, je voulais encore dire un petit truc sur leur militantisme. Ils se sont fait évidemment repérer par les services secrets, ils se sont fait emmerder, ils se sont fait perquisitionner, mais ils ont été foutre le bordel dans des trucs, ça a vraiment beaucoup agacé. Donc, ils ont fait foirer le débat national sur les nanotechnologies, c'est-à-dire qu'ils se sont fait fouiller à l'entrée et tout, mais ils sont organisés avec les nanas qui mettaient des morceaux de banderole dans le soutif, enfin bon je vous passe les détails, et ils ont fait des interventions qui allaient un peu dans le même sens dans un débat comme ça qui a complètement tourné court parce que les gars en face ils étaient là pour faire un pur moment de propagande, ils n'ont pas pu du tout et ça a été un vrai fiasco, ce qui fait que les médias qui devaient relayer, dire regardez c'est génial, la population c'est démocratique, tout le monde est d'accord, etc. Ils n'ont absolument pas pu, donc ça a énervé en haut lieu. Et ils font aussi des interventions avec des masques de chimpanzés et ils s'auto-appellent les chimpanzés du futur. Alors on ne sait pas trop qui c'est, mais c'est des gens qui sont proches de PMO. Qui débarquent comme ça dans tous les colloques sur tout ce qui est NBIC, la convergence des neuro, informatico, bio, technologie, quoi. Et puis le C c'est pour sciences cognitives. Pour dire que l'humain augmenté, c'est pas un humain augmenté, c'est un humain diminué, qui est plus capable de rien foutre tout seul, qui a besoin de prothèses électroniques de partout, et qu'au lieu d'être augmenté, il est diminué, qu'eux ils sont fiers de ne pas vouloir se prothéser, et que dans le futur, quand tous les humains seront top géniaux, auront des exosquelettes, seront très forts, très intelligents, avec des mémoires externes et tout,
bah, eux, ils seront réduits à l'état de chimpanzés, donc eux, ils s'autoproclament les chimpanzés du futur, fiers de l'être. Ils passent un message et ils sont extrêmement bien documentés sur qui sont les intervenants, quel est leur discours, comment contredire ce qu'ils disent en se basant sur des documents scientifiques de collègues à ces gens-là, ou même parfois en montrant les contradictions internes de leur discours. Ils préparent leur coup à l'avance, ils sont super forts. Et en général, ils font rigoler les lycéens, parce que souvent dans ces genres de réunions, il y a toujours une petite classe qui traîne pour montrer, regardez comme c'est la démocratie, regardez comme le monde de demain est génial, et ils viennent foutre le bordel là-dedans. Alors bref, là donc ils dénoncent le lobby Gixel, où se trouvent le CEA, Leti, IDISLab, Atmel, Bull, Radial, Thales, on en parlait tout à l'heure avec Hypervisor. Et ils dénoncent, là ils mettent en annexe dans leur brochure le livre bleu, grand programme structurant, proposition des industries électroniques et numériques au gouvernement français en juillet 2004. Alors le document c'est hallucinant à lire, mais bon je vais juste vous donner une toute petite partie, parce que c'est toujours chiant de lire des trucs. C'est la partie acceptation par la population. Donc c'est leur document. Ils disent « La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter la biométrie. Elles devront être accompagnées d'un effort de convivialité, par une reconnaissance de la personne et par l'apport de fonctionnalités attrayantes. Pour ceux éducation dès l'école maternelle. Les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans l'école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants. Ils avaient déjà d'ailleurs mis en test au self de je sais plus où, là, il fallait poser la main, ça reconnaissait les lignes de la main, et c'est ça qui délivrait un plateau pour aller au self. Et les gamins l'ont foutu, regarde, ça fait des histoires. Mais le truc, c'est qu'à force de l'imposer, et surtout en l'apprenant au tout petit, ça va être des habitudes de vie qui vont être prises par une génération et qui ne remettra pas ça en cause. Introduction dans des biens de consommation de confort ou des jeux, téléphone portable, ordinateur, voiture, domotique, jeux vidéo. Développer les services cardless à la banque, au supermarché, dans les transports, pour l'accès Internet. La même approche ne peut être prise pour faire accepter les technologies de surveillance et de contrôle. Il faudra probablement recourir à la persuasion et à la réglementation en démontrant l'apport de ces technologies à la sérénité des populations et en minimisant la gêne occasionnée. Là encore, l'électronique et l'informatique peuvent contribuer largement à cette tâche. Bon, derrière, voilà, il y a des gros business, les lobbies, c'est pour vendre leurs trucs, ils ont leur chaîne de montage là-bas. Grenoble est un haut foyer de l'électronique européenne, avec plein de départements R&D. C'est là aussi qu'il y a l'école que j'ai faite, qui est dans le l'IMAG, l'Institut de mathématiques appliquées de Grenoble, en connexion avec les grands centres de recherche américains et européens. C'est d'ailleurs appelé la Silicon Valley européenne, la vallée de Grenoble. Parce que dans tout le bassin grenoblois, dans les vallées qu'il y a autour, s'épand toutes ces industries. D'ailleurs aussi, les élèves qui sortent de l'INPG, l'Institut National Polytechnique de Grenoble, les écoles d'ingé, l'École nationale supérieure d'ingénieurs, il y en a une bonne partie qui vont directement, qui restent sur place en fait pour alimenter cette Silicon Valley à l'européenne. Je voulais relire un autre petit passage de ce livre bleu, très vite, l'identité numérique. Si l'on considère les utilisations potentielles d'une identité numérique dans le domaine de l'administration électronique, on peut citer les exemples suivants qui concernent le domaine de la carte à puce en tant qu'outil d'identification et d'authentification, le permis de conduire à puce, le passeport et visa à puce. Ce projet est particulièrement urgent compte tenu de la pression des autorités américaines pour l'utilisation d'une puce sans contact dans le passeport. Projet européen de carte de santé, le domaine de la santé est une priorité en e-Europe 2005. La notion de carte de santé européenne, la carte grise à puce sans contact, intégrant les opérations de maintenance des véhicules par exemple, la carte d'identité. Voilà, donc pour dire tout ce que ces gens-là réclamaient en 2004, on peut se rendre compte 12 ans plus tard qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà avancé. Et que voilà, ils réfléchissent beaucoup à cette notion d'acceptance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les masses tordent le nez, il faut qu'elles adhèrent, il faut qu'elles trouvent ça cool. Il faut même qu'il y ait une espèce d'effet de mode du genre les premiers qui l'ont sont les gens les plus cool, sont les gens qui montrent l'exemple, sont les gens qui se facilitent la vie, tout le monde doit faire comme eux. Donc voilà, c'est beaucoup plus sympa que de nous foutre un flingue sur la tempe pour nous dire maintenant tu vas faire comme ça. Alors il me restait une petite partie à faire là sur Google parce qu'on a parlé de tout un tas de choses mais il fallait peut-être quand même parler un peu de lui en particulier à la fin. Qui est devenu tellement omniprésent dans la tête des internautes que maintenant, limite, les gens ils disent pas aller sur Internet, ils disent aller sur Google. Parce qu'ils commencent par aller sur Google pour aller n'importe où. Tu as des mots-clés qui d'ailleurs interprètent de plus en plus ce qu'on écrit.
Google qui nous enferme de plus en plus dans une bulle. J'en ai déjà parlé à des amis qui sont chercheurs, à des gens pourtant rompus à l'exercice de recherche, à chercher dans les archives, etc., etc., qui ne se rendent pas compte que l'utilisation permanente de Google fait qu'ils sont profilés, analysés, et on va leur proposer des informations qu'on estime bien typées pour eux. Ce qui fait qu'en faisant la même recherche avec un autre ordi, de quelqu'un qui a l'habitude de faire plutôt d'autres recherches, on n'aura pas les mêmes résultats. Et en gros, mettre chacun dans une bulle qui va correspondre à l'idée qu'on veut qu'il se fasse du monde pour qu'il joue le jeu de cette stabilité cybernétique, en gros, quoi. Cybernétique aussi pour dire facteur d'hétéronomie, j'avais pas expliqué le vocabulaire à un moment donné, je crois, hein, pour dire que l'autonomie c'est la faculté de se faire son propre nomos, sa propre loi, et par opposition l'hétéronomie, c'est-à-dire que la loi vient de l'extérieur, c'est-à-dire que l'humain hétéronome il est complètement dépendant d'un système qui lui explique les règles du jeu. Là, ça renvoie à l'article de 1948 qui disait le jeu de l'homme, auquel on ne pourra plus faire autrement que de jouer. Et puis la notion, à partir du moment où on est hétéronome, de la perte de contrôle de notre destinée, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Alors, pour Google, hein, vous savez, l'entreprise partenaire de l'État américain, de la NSA, dans le programme PRISM d'espionnage universel, la machine à gouverner qui sait tout de nous, qui investit d'énormes capitaux dans la mise au point de l'homme augmenté, du cyborg, du surhomme électronique. Hein. Google, ils sont à fond dans le transhumanisme, ils sont sur tous les projets de bibliothèque mondiale, sur des projets d'induire les comportements des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, par exemple, c'est pas, non, Google Service, c'est pas ça. C'est Google Advance ou Smart Google ou je sais plus quoi en fait, je me rappelle plus le nom. C'est peut-être Google Smart Advance. Mais bref, le truc c'est que si on se monte un compte en plus de tous les comptes qu'on peut se monter sur Google, le truc par exemple, grâce à rien que les données qu'il récupère par le smartphone, il connaît plein de nos habitudes. Et par exemple, il sait qu'on aime les entrecôtes grillées au grill ou au barbecue. Et suffit d'être en revenant de rando de montagne, le téléphone va nous envoyer un message pour nous dire ah bah là à 300 mètres de toi, il y a un super promo barbecue entrecôte d'1 kilo de ouf, ah bah tiens on va aller faire ça, bah tiens ça me dit bien. Ou recevoir les résultats de foot, parce que t'as pas regardé les résultats de foot, t'as pas regardé le match en direct sur ton machin ou quoi, ou t'es pas géolocalisé à côté d'un gros écran dans un bar en terrasse ou quoi. Il va dire ah au fait ton équipe là, elle a commencé à jouer, elle vient de marquer un but et tout, va suivre le match, oh merci Google. Et en fait le truc c'est de te faire penser, en essayant d'analyser ce que tu aimes bien, en gros d'induire ton comportement et de dire tiens fais ci, tiens fais ça, tiens plein de suggestions, qui fait que si on accepte ces suggestions et puisqu'on les trouve cool, ben on rentre dans les rails de plus en plus. Et alors je voulais vraiment focaliser, parce qu'on pourrait en parler longtemps de Google, hein. Il y a des bouquins là-dessus qui sont complètement hallucinants, hein, sur tout ce que ça cache, tous les contrats qu'ils ont autour d'eux, dans quoi ils investissent, etc. Je vais juste parler pour finir d'un livre qui a été sorti donc, par son PDG Eric Schmidt et par le directeur de Google IDs, Jared Cohen, qui s'appelle The New Digital Age, Reshaping the Future of People, Nation and Business, hein, c'est-à-dire le nouvel âge digital, le refaçonnage du futur des peuples, des nations et du business. Les plans évoqués dans ce livre concernent en premier lieu la police des populations. Ils font vraiment une fixette sur ça. Et les premières choses qu'ils mettent en avant, c'est l'idée du No Hidden People Allowed. C'est pas de gens cachés permis. Le danger de la société de demain est identifié, c'est l'humain qui se cache. C'est l'humain qui joue pas le jeu. C'est l'humain qui, voilà, un peu comme moi, qui n'a pas envie de passer au smartphone parce que je sais que si j'acquiers un smartphone un de ces jours, moi j'ai un petit outil comme ça qui a plus d'une dizaine d'années, qui marche encore très bien. L'obsolescence programmée n'a pas encore fait son œuvre, ou alors elle n'était pas encore au point dans cette boîte à ce moment-là pour ce modèle en tout cas. Mais je sais très bien que si je brise mon téléphone, alors je me débrouillerai pour récupérer le même parce que ça se vend d'occasion, mais Bouygues va tout de suite me sauter dessus pour me proposer à 1 € le dernier smartphone, je ne sais quoi. Je sais que si je commence à l'utiliser, je vais me créer un besoin et après j'aurai la flemme de déplier une carte, etc., etc., etc. Je vais m'hétéronomiser en fait. Et je sais que je ne vais même pas m'en rendre compte et je vais trouver ça cool au début. Et j'ai pas du tout envie de mettre le doigt dans l'engrenage parce que je sais où ça mène. Bref, les gens comme moi, les gens qui veulent pas déclarer leurs impôts sur internet et qui préfèrent payer 15 balles d'amende pour l'instant parce que c'est tout ce qu'on risque,
mais à mon avis ça va se durcir avec le temps, eh ben on va être particulièrement fichés, identifiés comme des gens rebelles, des gens subversifs, des gens qui ne veulent pas jouer le jeu, des gens qui seront un grain de sable dans la mécanique et qu'il faudra éradiquer par la contrainte ou par la séduction. Alors, je voudrais revenir sur le sommaire de ce livre. Bon, c'est assez rapide, hein, mais juste parce que je trouve ça extrêmement parlant. Il y a 7 parties. Donc, au-delà des étapes pour l'interrogation Google. La première information fondamentale tient dans le sommaire. Donc, nos futures personnalités. 2. Le futur de l'identité, de la citoyenneté et de l'information. 3. Le futur des États. 4. Le futur de la révolution. 5. Le futur du terrorisme. 6. Le futur du conflit, du combat et de l'intervention. Ça rigole pas. 7. Le futur de la reconstruction. Donc le rôle des États est questionné par l'ordre même des chapitres qui laisse penser que la révolution et le terrorisme pourraient bien avoir raison des États et qu'il faudra donc en venir à un combat qu'il faudra gagner pour la reconstruction, entre guillemets. Les 2 auteurs posent Google en stratège clé d'une lutte contre-insurrectionnelle généralisée, dont le chapitre 5, le futur du terrorisme, constitue le point crucial. L'ambiance générale de l'ouvrage est à l'image du conditionnement socio-psychologique et politique que nous promet le nouvel âge digital, entre guillemets, vanté par les auteurs. Nous sommes assiégés par des révolutionnaires qui veulent empêcher les États, les peuples et les entreprises d'esquisser l'aurore d'un futur nouveau. Les nouveaux ennemis sont des terroristes, groupes comme individus, les États voyous, les hackers, les cyberactivistes. Plusieurs pages sont consacrées à l'idéologie subversive de Wikileaks et de son fondateur Assange, et les, entre guillemets, anarchistes en général. Et après, la recension du livre fait carrément une critique sur des parallèles qu'on peut faire avec le Troisième Reich, que je trouve assez intéressant. Donc, en conclusion de cette recension, que je conseille vivement à la lecture, dont on proposera un lien aussi incrusté dans la vidéo, la conclusion, le totalitarisme du XXIe siècle est déjà là. Le nouvel âge digital annonce à l'évidence une nouvelle forme de politique de contre-insurrection globale. Ce qui reste impensé, comme le disent Schmitt et Cohen dès la première phrase de leur ouvrage, est le mode effectif selon lequel les nouvelles formes de contrôle vont s'exercer sur l'individu, par l'individu lui-même et au-delà. Depuis chaque individu sur et contre tous les individus qui l'entourent, dans une vision totalitaire, nous débordons là des cadres de l'autocensure, un concept périmé. Voici une vision politique plus profonde qui ne voit l'individu que selon son profil digital. Le cybermonde devient premier par rapport au monde physique. L'individu ne peut exister que s'il a parfaitement intériorisé la répression et le contrôle, non pas dans le but de se soumettre à une autorité qui lui voudrait du mal, mais parce que telle est la condition nécessaire pour avoir accès à ce qu'offre le cybermonde de positif, c'est-à-dire la consommation. Pour avoir droit à ces, entre guillemets, biens, à ces marchandises, à voyager en avion, il sera en effet obligatoire d'avoir son smartphone et son profil virtuel sur un réseau social, pas seulement sa carte bleue, sans oublier qu'il sera interdit de crypter ses messages, non parce qu'il pourrait être subversif, mais parce que le simple refus que nos messages soient lus révèle déjà de la subversion. Cet ouvrage n'est pas l'œuvre de Quidam, ces 2 individus sont à la tête de la société privée aujourd'hui idéologiquement la plus puissante de la planète. Son ambition affirmée est explicitement de contrôler la totalité des flux d'informations sur la Terre. De là à y contrôler, y compris les États et leurs citoyens, il n'y a qu'un pas dont ce livre montre comment il s'accomplit, sous nos yeux encore aveugles. Voilà, et en conclusion de conclusion, c'est un article de la Décroissance d'avril 2016, en page 5, article qui s'appelait Ultramoderne solitude, où on voit que les gens se noient dans leur smartphone. La toute petite fin, un titre qui s'appelle « Comment résister au cybercapitalisme ?» et qui dit « Ce qui spécifie l'humanité, c'est notre capacité à prendre en main notre destin. Quand les nouvelles technologies prétendent nous remplacer, l'espèce humaine doit réaffirmer sa spécificité. C'est nous qui faisons notre monde pour nous. Il faut qu'ensemble nous gardions la main sur ce que nous faisons. Un processus qui nous fait perdre l'initiative et qui nous rend dépendants va à l'encontre de l'espèce humaine. Nous sommes là pour prendre en main notre destin, pas pour nous en départir, pas pour confier aux machines le soin de décider de notre vie et de notre destin. » Jeune synthétique. Jeune synthétique.
stérile artificielle. Jeune synthétique. Jeune synthétique. Jeune stérile artificielle. Jeune synthétique. Jeune stérile artificielle. Ils ont la possession. Nous, on a le symbiote. Jeune stérile artificielle. On a le symbiote. On a le symbiote. Jeune stérile artificielle. Jeune synthétique. Ils ont la possession. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. Ils ont la possession. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. Ils ont la possession. Nous, on a le symbiote. Jeune synthétique. On a le symbiote. Jeune synthétique. Jeune stérile artificielle. Jeune stérile artificielle. Jeune synthétique. Jeune stérile artificielle. Les microbiotes ont dit au doc, nous avons la symbiose. Non, nous ne sommes pas aujourd'hui chez un fabricant de jouets, mais nous venons de pénétrer chez un des maîtres de la cybernétique et de l'électronique française, chez Albert Ducrot, que je vous présente, et qui a accepté aujourd'hui d'être Monsieur X et répondre aux questions que vous avez posées. La première question est posée par Guy Louveau de Paris, qui voudrait faire un peu d'étymologie et qui voudrait savoir ce qui se cache exactement derrière le mot cybernétique. Eh bien, il ne se cache absolument rien de mystérieux. Le mot cybernétique vient du verbe grec kubernan, qui veut dire gouverner. Et si je pouvais vous définir la cybernétique de façon simple, je dirais tout simplement, c'est la science qui consiste à gouverner, mais ce terme n'étant pas pris dans le sens politique. Gouverner, en effet, a un sens beaucoup plus général. On gouverne une voiture, on gouverne un bateau quand on le pilote, par exemple. On gouverne une machine quand on la conduit judicieusement. On se gouverne soi-même, n'est-ce pas? Gouverner, c'est faire en sorte qu'un système, au lieu d'être abandonné à lui-même, soit justement orienté vers un but. Et l'intérêt, c'est de considérer que maintenant,
on sait faire des machines qui sont capables elles-mêmes de se gouverner, si j'ose dire. Autrefois, une machine, c'était simplement un instrument où vous aviez mis de l'énergie et qui agissait de façon aveugle. Les machines modernes, au contraire, elles peuvent être dotées d'organes d'essence, elles peuvent recueillir des informations, corriger leur action, bref, elles peuvent se gouverner. Et c'est pour ça que la science qui étudie les dispositifs permettant de telles actions, on lui donne le nom de cybernétique. Le mot lui-même, d'ailleurs, je vous disais qu'il vient du grec, il n'est pas nouveau en lui-même. Platon l'employait par exemple. Lorsque vous lisez Gorgias, lorsque vous lisez le Politique, vous trouvez à plusieurs reprises le mot kybernétité pour désigner l'art de gouverner. Autrement dit, nous avons transposé à des techniques nouvelles une idée excessivement profonde, excessivement ancienne, tout simplement. Et une de ces techniques, c'est précisément l'électronique. Seconde définition, Monsieur Ducrot. Eh bien, la cybernétique utilise effectivement l'électronique. L'électronique, pour vous la définir par rapport à l'électricité, je vous dirais ceci. L'électricité, c'est l'utilisation du courant électrique pour faire de l'énergie. Par exemple, pour s'éclairer, pour se chauffer, pour faire tourner un moteur. Quand vous branchez un fer à repasser, par exemple, vous faites appel à l'électricité. Au contraire, l'électronique, c'est l'utilisation de l'électricité, non pas pour l'énergie, mais pour les signaux qui peuvent être transportés par voie électrique. Exemple, le téléphone, d'une certaine manière, est une première application de l'électronique. Quand je suis arrivé dans votre laboratoire, Monsieur Ducrot, j'ai été un peu surpris. C'est ici un des temples de la science future. Et on y rencontre des petits objets qui ressemblent un peu à des jouets. Et pourtant, derrière ce laboratoire qui pourrait être considéré par quelqu'un de mal intentionné ou de mal informé comme un laboratoire de petits physiciens amateurs, il y a de grandes réalisations, de très grandes réalisations.